Donc on a vu jusqu'à présent la vérification technique des haricots blancs et des pois chiches. D'accord? Maintenant on va voir au sujet du riz. Donc on a expliqué que le riz, eh bien, à notre époque, en tout cas, il y a une présomption de pureté, une traskat tahara, une traskat nekiout. Et donc en général, il n'est pas touché, il n'est pas infecté. Une fois de plus, je parle en France, je parle en Israël, je parle dans les pays d'Europe. Si vous habitez, vous faites une shlichut, parce que vous avez avec un chabad et vous habitez au Kenya, bon, ben, effectivement, là, le riz, il faut le vérifier pas tous les jours, il faut vérifier chaque grain de riz que vous avez dans la bouche, il faut le vérifier 3 fois pour être sûr que vous n'êtes pas fait attaquer par un comment dire, c'est un aigle là-bas qui se trouve à l'intérieur. D'accord, donc effectivement, dans ce cas-là, il faut être beaucoup plus vigilant. Mais dans un pays qui va plus développé, avec des mesures d'hygiène qui sont imposées par le gouvernement, dans ce cas-là, il y a beaucoup moins à craindre la présence d'insectes dans les aliments en général, et puis surtout dans le riz et dans la farine, une fois de plus, qui font partie des aliments dans lesquels, eh bien, s'il y a un insecte, il est venu, il n'a été créé qu'après avoir été cueilli, donc c'est beaucoup plus léger. Ok, Aboutaï? Oui. Donc, au sujet du riz, le minhag, c'est quand même de le vérifier. C'est midin, c'est par rapport à la coutume, c'est pas par rapport à l'obligation de la halakha. Minadin, on n'a pas besoin de vérifier. D'accord? Ce serait juste à cause de la coutume, comme ça, donc m'avait répondu le Rav Rubin. Et donc, lorsqu'on voit un paquet de riz, donc de bonne qualité, d'accord? Je ne vais pas dire les noms, et vous voyez en plus que la date elle est fraîche, et la date de production elle est assez récente, dans ce cas-là, minadine, on ne serait pas obligé de vérifier, c'est juste qu'il serait bon, et on a l'habitude, comme ça faisaient nos parents, nos grands-parents, donc on continue à le faire nous aussi, mais ce ne serait pas une obligation absolue, donc quand vous êtes invité chez quelqu'un et que vous n'avez pas si à vérifier le riz, mangez quand même le plat, il n'y aurait pas de problème. On a dit, on vérifie la date de production du paquet de riz, et ça c'est vrai pour tous les aliments, ça peut nous aider, mais ça ne peut pas nous rendre quitte de la vérification des autres aliments, mais malgré tout ça peut en tout cas nous donner une indication et nous aider. Et deuxièmement, eh bien, on vérifiera, donc une fois qu'on a vu que la date elle est assez récente, on prendra le paquet, on le renversera dans tous les sens pour vérifier s'il n'y a pas, ça n'a pas été émietté, s'il n'y a pas de la poudre ou de la farine, qui est donc le signe que, effectivement, certains grains de riz ont été rongés de l'intérieur, et dans ce cas-là, on devrait être beaucoup plus vigilante, et dans ce cas-là, on devra vérifier. Comment faire donc pour vérifier la bouteille du riz? Donc, il s'agit du riz donc, dans lequel on a constaté que ça a été émietté, on a trouvé la présence donc, de poudre, de miettes, de grains de riz qui ont été rongés, d'accord, en secouant donc, le paquet d'un côté à l'autre, on se rendra compte que finalement, ça a été touché. Et donc, dans ce cas-là, comment procéder à sa vérification? Eh bien, on prendra une fois de plus à nouveau le riz, on le versera sur un mishtar lavan, donc sur une source blanche, bien éclairée. Donc, il y a certains restaurants, certains masjidrim, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas si vous avez vu, une sorte de table allumée, vous avez déjà vu ça? C'est une sorte de, comme ça, de grand carré, avec des néons à l'intérieur, et par-dessus, il y a un mishtar en verre, donc une sorte de surface en verre, et comme ça, lorsqu'on vérifie comme ça de là-haut, on peut voir tout de suite si ça a été touché, si ça a été rongé. On peut voir si en plus il y a un insecte, on le voit tout de suite, parce qu'avec la chaleur, il va tout de suite bouger. On va le consulter tout de suite. Là, c'est quand il s'agit de vérification industrielle à grande échelle. Dans la maison, on n'a pas besoin d'acheter cette machine, mais il faut le vérifier, on est dit toujours dans le calme, sans brouhaha, sans cri, sans stress. Bien vérifier tranquillement, et on met ça donc sur un mishtar lavan, donc sur une surface blanche, qui est bien éclairée par le soleil ou par les néons, et on vérifie bien qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de grains rongés ou de poudre entre les grains de riz. Effectivement, dès qu'on constatera un grain de riz qui a été extérieurement infecté, d'accord, ou qui est foncé de l'intérieur, eh bien, on devra les retirer. Donc je répète, ou bien les grains qui ont été extérieurement infectés, donc qui ont été rongés, ou bien qui sont rongés de l'intérieur. Pourquoi je dis de l'intérieur? Donc tu vois que l'intérieur il est vide, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe si toutefois ton grain de riz, il est rongé de l'intérieur, mais il est juste tacheté, il est taché, d'accord? Ou il est fêlé, d'accord? Eh bien, nous disent Razal, ou bien s'il est plus foncé, des fois tu as des grains de riz comme ça qui ne sont pas blancs comme les autres. D'accord? C'est pas de sa faute, il faut de tout pour faire un monde. Et donc, tu n'es pas obligé de le mettre au coin. D'accord? Par contre, vous savez, en Afrique du Sud, il y avait l'apartheid. Vous savez c'est quoi l'apartheid? Oui, c'était le racisme entre les blancs et les gens de couleur. Et une fois, donc quand ils ont aboli l'apartheid, ils ont dit ça, et maintenant c'est fini,
on va arrêter maintenant de faire cette distinction entre les blancs, il y avait les blancs devant et les enfants de couleur derrière. C'était interdit de faire ça selon la loi. Donc ils ont dit, ok, maintenant on va faire une différence. On va arrêter maintenant de faire l'apartheid, on va arrêter de se comporter ainsi. On n'a pas le droit d'être raciste. Donc le professeur il arrive, il dit maintenant dorénavant, on est tous bleus. Il n'y a plus de blanc et noir, on est tous bleus. Les bleus clairs devant et les bleus foncés. D'accord. Donc si un grain de riz, il est bleu foncé, donc s'il est foncé, d'accord, il a été foncé. Donc tu vois qu'il n'a pas la même couleur que les autres, il n'y a pas de problème. Ça ne signifie rien du tout. Donc je répète, donc ça c'est une erreur qui compte, c'est pour ça que je me permets de le répéter. Si on se rend compte que le grain de riz, il est foncé extérieurement, donc il a une couleur foncée extérieurement, ou bien s'il est tacheté, d'accord, il est taché, ou bien s'il est fêlé, dans tous ces cas-là, il faut savoir que ce ne sera pas le signe d'une infection. C'est seulement si on constate qu'il est rongé de l'intérieur ou qu'il est foncé à l'intérieur, pas à l'extérieur, parce qu'effectivement c'est le signe qu'il a été touché, dans ce cas-là on devra parfaitement le vérifier. Certains décisionnaires préconisent de quoi? De prendre le riz et de mettre dans une bassine d'eau, comme on l'avait dit pour les pois chiches, et de retirer, une fois de plus on met du sel pour augmenter la densité, et de vérifier donc de les mélanger comme ça, parce qu'ils ne vont pas monter. C'est pas comme pour du pois chiche. Pois chiche c'est rond et c'est beaucoup plus moins dense. Donc ça peut beaucoup plus facilement monter à la surface. Pour le riz, c'est pas comme ça. Donc comment tu fais? Tu mets de l'eau et du sel et tu mélanges, donc de l'eau froide, ouais. Tu mélanges, et à ce moment-là, en mélangeant tous ceux qui montent à la surface, c'est qu'ils sont plus calimes, ils sont plus légers. Donc c'est le signe qu'ils ont été rongés de l'intérieur. Et donc dans ce cas-là, ils préconisent de l'enlever. Comme ça nous dit le Kitsur Bdikot Amazon Kalacha, donc le Ravaya. C'est comme ça qu'ils préconisent de faire avec le riz. Mais là, à l'Alacha, il n'y a pas besoin de faire ça. Je vous ai dit comment faire. On vérifie entre les grains qu'il n'y ait pas de poudre. Et dans ce cas-là, ce serait effectivement permis. Qu'est-ce qui se passe si les grains semblent entiers? D'accord, les grains de riz, oui. C'est le prévoir Oui. c'est un problème ou parce que il y a le problème de l'été, on a moins un problème de l'été. Alors, quand vous l'avez acheté, il était comment? Parce que si quand vous l'achetez, ça faisait 10 mois qu'il avait été cueilli et qu'il était mal conservé, vous avez acheté dans une macolette, ou le vendeur, une fois que je suis arrivé en Israël, il y a très longtemps, quand je suis arrivé à 22 ans, il y avait le vendeur comme ça, c'était un monsieur très très âgé, d'accord, très âgé, tu rentrais comme ça dans ma colette, et le monsieur, il n'avait pas de calculatrice, il avait une sorte de tableau comme ça, je l'ai vu de mes propres yeux, je ne croyais pas, mais je l'ai vu, et des tableaux comme ça chinois, vous connaissez? C'est des fils avec des boules. Ah oui. Comment ça s'appelle ça? Un tableau chinois, non? Hein? C'est les bouliers. Un boulet ça s'appelle? D'accord, un boulet, parce qu'un boulet c'est aussi en prison, ils ont ça. Non, le gratis. Hein? Boulier. Ah, boulier, pardon, d'accord, boulier. Boulier, c'est pas le jeu là comme ça, le rond là, solitaire? Ah, aussi, ouais. Bon, alors d'accord, donc un boulier. Donc il faisait comme ça, il faisait les calculs. Il y avait tellement peu de clients qu'en fait il s'amusait comme ça à prendre donc les 1 plus 1 c'est 1, après ça faisait 10, après les unités, les dizaines, les centaines, c'était marrant. Ça pour vous dire que là-bas, quand t'achetais du riz, il faut le vérifier 7 fois avant de le manger, parce que là-bas, le rendement, il est tellement rare qu'effectivement, ça peut, là-bas, déjà dans son étalage à lui, ça peut déjà pourrir, ça peut déjà s'infecter. Mais quand tu vas dans les grands supermarchés, en Israël, on prend ces grands supermarchés, ça va à une vitesse, les gens ils achètent du riz, ils achètent par caddie. Donc dans ce cas-là, ils n'ont même pas le temps de le mettre sur les emballages, sur les étalages, pardon, que c'est déjà pris. Donc dans ce cas-là, ça va tellement vite qu'effectivement. Il faut savoir que dans ce cas-là, en bataille, le riz, à notre époque, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien comme en général la date de production elle est récente et qu'on l'a conservé de manière fraîche, donc minadine, selon la stricte loi, on n'aurait pas besoin de le vérifier. Une fois de plus, on a dit que les instances gouvernementales sont très marmira pour la présence d'insectes et de vermines. Et donc, comme on a toutes ces conditions, et qu'à notre époque, donc, on est beaucoup plus vigilant à la propreté et l'hygiène, donc minadine, selon la stricte loi, eh bien on pourrait ne pas vérifier donc, le riz. Il y en a de même pour la farine. Comme ça, il dit Rabbi David Alevi. Rabbi David Alevi, c'était Rabbi David, le Shoot Aselech Harab. Il a écrit donc le Shoot Aselech Harab, tome 8, chapitre 47 et 48. Il dit qu'à notre époque, la farine qui est vendue par paquet de 1 kg, je dis bien, donc c'est une condition en bataille, pas dans les restaurants, pas dans les hôtels, pas dans les boulangeries. La bavadek, il faut bien vérifier parce qu'une fois de plus, c'est des grandes quantités qui sont mal conservées. Dans ce cas, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus grave. Mais chez nous à la maison, ce qu'on achète en paquet de 1 kg, et qu'on constate que la date de production est assez récente, eh bien il dit
pendant les 3 premiers mois, on peut être sûr qu'il n'est pas touché, qu'il n'est pas infecté, et donc on pourra s'exempter de vérification. Le Rav Rubin, il a posé la question à Vaya, d'accord, j'ai entendu de sa bouche, il a dit qu'à notre époque, effectivement, la farine, elle a une cheskat nekiyut, elle a une présomption de propreté, donc dans certains pays dans lesquels les conditions climatiques et hygiéniques sont favorables, comme en France ou au Mexique, il dit que dans ces pays-là, effectivement, on n'a pas besoin de vérifier. C'est vrai qu'en Israël, c'est beaucoup plus chaud, mais malgré tout, on devra... Donc nous, on a l'habitude donc, de vérifier en général le riz. Mais il faut savoir que si on ne l'a pas fait, si vous étiez invité chez quelqu'un, alors vous aurez le droit de manger ce riz cuit ou même ce pain. Le pain, tu vas dire, ouais, mais peut-être qu'il y a du riz, peut-être qu'il y a, comment dire, ou le pain ou un gâteau, un cake, dans lequel il y a une composition assez simple. Eh bien, même s'il y avait éventuellement un insecte, il aurait été brûlé avec la grande chaleur, on est bien d'accord. Donc dans ce cas-là, eh bien, on devra être plus... On pourra même effectivement le permettre. Mais toutes les mesures d'indulgence, elles s'appliquent seulement, on a dit, dans les pays développés et dans lesquels on vend les paquets de farine ou de riz en paquet de 1 kg. Mais quand on voit ça au poids, je sais pas, au marché par exemple, il a la grande... la pelle, comme ça, des fois ils utilisent même la pelle du parterre. Non, c'est la même, ça, ils l'utilisent pas par terre, mais en tout cas, ils l'utilisent. Donc à ce moment-là, quand c'est donc vendu de manière artisanale, au poids comme ça, eh bien, dans les boulangeries, dans les restaurants, dans ce cas-là, il n'y a aucune permission et il faudra absolument le vérifier. Il y a un avis supplémentaire qui le permet, il s'agit du Rav Moshe Feinstein, le Gdolador de la technique. Il disait que tout simplement, il y a beaucoup de produits qui sont considérés comme étant cheskat negliut, donc une présomption de toucher. Ils ont été touchés, ils ont été infectés, ils ont une présomption donc de produits infectés. Toutefois, il faut savoir qu'à notre époque, nous dit Moshe Feinstein, grâce aux insecticides, eh bien, ça va changer cette razaka. Ça va donner maintenant une nouvelle approche à toutes ces lois. Pourquoi ? Parce que grâce aux insecticides, on peut s'assurer qu'effectivement, ça n'a pas été touché. Malgré tout, eh bien, tu vas dire, dans ce cas-là, c'est bon, je peux m'appuyer sur le goy. Le vendeur, l'agriculteur, le fermier, il met des insecticides, donc c'est bon, j'ai pas besoin de vérifier là ma salade verte. Il dit, malgré tout, ça ne te rend pas quitte, toi, le juif, pour faire un acte afin de sortir cet aliment, de le sortir de la chaskat negoa à la chaskat nekiut. Je répète, il faut tout de même que le juif fasse un acte, une vérification, qui donne, on va dire, son cachet, pour sortir cet aliment de la chazaka de negiut et la rentrer dans la chazaka de nekiut. D'accord ? Je viens de vérifier que, je viens de faire attention, il y a une différence de guillemets et kouf, c'est la seule différence. Parce que des fois, tu fais une vérification, tu vas passer de kasher, de tamé à tahor. En une vérification, un coup d'œil, ça suffit. Il faut bien vérifier, bien entendu. Il faut connaître bien la halakha. Une fois que tu as bien vérifié, eh bien, tu vas pouvoir le sortir de cette présomption. Donc, pour sortir de la cheskat negiut à cheskat nekiut, eh bien, on ne pourra pas s'appuyer sur l'acte d'un goy, parce que l'acte d'un goy, eh bien, ça dépendra donc de sa péoula, de son action, et on ne peut pas s'appuyer dessus. Malgré tout, on a quand même beaucoup moins de chances qu'à notre époque, eh bien, on puisse trouver dans ces aliments qui sont bourrés d'insecticides, qu'on puisse trouver la présence d'insectes. Et donc, dans ce cas-là, nous dit le Rav Moshe Feinstein, il est peu à craindre que cet agriculteur n'ait pas fait n'ait pas été méracès, n'ait pas fait son insecticide sur ces aliments. Pourquoi ? Il n'a pas envie de perdre sa parnassa. Il sait très bien que si ces aliments dépassent un certain quota, un certain pourcentage d'insectes et de vermines, eh bien, le ministère de l'hygiène lui ôterait tout simplement son permis de vendre et de l'échevêque, d'accord, tous ces aliments. Donc, il n'a pas envie de perdre sa parnassa. Donc, le goy, c'est pas qu'on lui fait confiance. On ne fait pas confiance à un goy. Mais quand il fait ça pour son intérêt personnel, donc, nous dire à M. Feinstein, on aura le droit de s'appuyer en cas de nécessité sur l'action et l'insecticide du goy. Il est vrai que ceci s'applique une fois de plus, seulement pour des aliments qui ne sont pas, en général pas touchés ou pas beaucoup touchés. Mais au sujet de certains éléments qui sont toujours touchés, comme par exemple des salades vertes, tout ce qui est vert ou tout ce qui est fruits rouges, c'est toujours touché. Dans ce cas-là, même si le goy il a mis 150 insecticides, eh bien, on n'aura pas le droit de consommer sans minutieuse vérification, parce que tout simplement, eh bien, ce sera différent. Il faut comprendre qu'en réalité, tout le cas que je viens d'enseigner maintenant, il est différent de celui du riz. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour le riz, on a dit que si le riz il est mal conservé,
alors le riz, ça ne dépendra pas de l'insecticide de cet agriculteur. C'est-à-dire que tout simplement, eh bien, au sujet du riz, eh bien, on pourra, c'est vrai, se montrer plus indulgent parce que, en général, à notre époque, c'est pas touché, ça ne dépend pas de l'action de l'insecticide du goy. Par contre, pour les autres aliments qui dépendent de l'action du goy, alors on fera la distinction. Si c'est quelque chose qui est très touché, donc comme les salades vertes et comme les fruits rouges, eh bien, dans ce cas-là, ce sera différent. Une question à vos tailles? Une question? On finit avec la vérification de la farine. D'accord? Donc tout le principe que je viens de dire au sujet du riz, eh bien, il pourra aussi s'appuyer et s'appliquer pour la farine. Au sujet de la farine en bouteille, eh bien, lorsqu'on veut vérifier la farine, qu'on pense qu'elle est infectée, qu'elle est touchée, eh bien, tout simplement, on le mettra dans un tamis. D'accord? Et on la tamisera jusqu'à l'écoulement total de la quantité de farine qui se trouve à l'intérieur de ce tamis. Tout ce qui se trouvera à la surface supérieure du tamis, bien entendu, il faudra s'en débarrasser. C'est la raison pour laquelle on utilisera un tamis qui est doté de tout petits trous. De quelle densité de trous s'agit-il? Alors ça aussi, c'est l'objet du marloquette. Le Rav Vaya, donc dans Bdikat Amazon Kalacha, préconise que le tamis doit être de 70 trous par inch. Alors c'est quoi un inch en bataille? Ça veut dire en réalité, ça fait 28 trous par centimètre carré. Donc je répète, selon le Rav Vaya, il faut que la densité de ce tamis, eh bien, atteigne 28 trous par centimètre carré. D'accord? Ça, selon le Bdikat Amazon Kalacha. Béhémet, le Kashrut Ba'alacha n'est pas d'accord. Il dit qu'on se suffira de 40 ou 50 trous par inch, ce qui signifie entre 16 et 20 trous par centimètre carré. Donc finalement, c'est un tiers de moins que le Rav Vaya, et on pourra s'appuyer sur cette opinion plus indulgente. Donc je répète en bataille, pour vérifier une farine qui est infectée, qui est touchée, il faudra utiliser un tamis, mais pas n'importe quel tamis pourra faire l'affaire, c'est seulement s'il a une certaine densité, s'il a une certaine présence de trous au centimètre carré, et donc on a dit que la halakha lemassé entre 16 et 20 trous par centimètre carré, ça suffira pour permettre d'utiliser ce tamis afin de rendre permise ta farine. Béhémet, on avait expliqué la dernière fois au sujet du tonneau d'eau dans lequel se trouvent les insectes. Si les insectes de ce programme extérieur ont été créés à l'intérieur, on avait dit que ce serait toléré de boire cette eau ou pas? Oui, tout le monde est d'accord? Tout le monde se rappelle pourquoi? Quand on a un tonneau d'eau qui était parfaitement fermé et qui était totalement propre, et qu'après quelques temps, quelques semaines, quelques mois, on constate que cette eau, eh bien, il y a à l'intérieur des insectes. On dit que ces insectes, ils ont été créés où? À l'intérieur. Et donc, ils n'ont jamais répondu aux critères de la chiretz, la choretz et la haretz, donc un insecte qui peut se déplacer sur la terre. On dit que dans ce cas-là, il serait toléré de boire cette eau. On dit qu'une fois de plus, à notre époque, on est dégoûté par ça. Quoi qu'il arrive, on ne le boit pas et on devra la filtrer. Mais, minadine, selon le Shulchan Aruch, on aurait dans ce cas bien précis le droit de boire cette eau. Alors certains poskim veulent dire qu'il en est de même pour la farine. Quoi? Si la farine, lorsque je l'ai empaquetée, elle était parfaitement propre, et que je l'ai laissée finalement dans son empaquetage, son emballage pendant une longue période, et que de l'intérieur est survenue la présence d'insectes, et bien dans ce cas-là, il veut dire que ça ressemble à quoi? À l'eau. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure que la farine donc, qui est moulue a les mêmes propriétés que l'eau, parce que ça se mélange aussi. C'est pas un aliment, c'est pas plusieurs graines dans lesquelles donc l'insecte va se balader. Il s'agit d'une même entité. Il s'agit d'un tonneau d'eau. Il s'agit d'un paquet de farine. Donc, tout est mélangé à la fois. Et donc, certains poskim veulent, en cas de perte financière, tolérer la présence d'insectes dans le cas précis, j'aurais dit bien, où lequel eh bien, la farine était parfaitement propre quand on l'a empaquetée, que les insectes sont venus par la suite. Ce qui signifie que, à partir du moment où j'ai un paquet dans lequel il risque d'avoir des insectes qui ont été créés de l'intérieur, pas de l'extérieur, vous voyez que c'était toléré. Dans quel cas c'est toléré? Dans le cas où ils ne sont pas sortis. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je prends mon paquet et je le mets sur une table
ou sur le sol ou sur une table pour pouvoir maintenant travailler ma pâte, bien dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Ces insectes vont se balader. Et donc ça va être Hachéretz, Hachéretz, elle arrête, donc tu n'auras plus le droit de le manger. Donc je répète, même si cette permission que je viens de vous dire, qu'il s'agisse donc de comparer de l'eau infectée à de la farine infectée, d'accord? Donc c'est une permission théorique. Pourquoi? Parce que c'est seulement quand tu vas l'utiliser directement dans son paquet, dans son emballage. Mais quand tu vas maintenant le mettre sur une surface pour pouvoir maintenant travailler ta pâte, qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu donnes la liberté à un insecte, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Et même s'il n'est pas adulien? Donc, il va effectivement se marcher, se balader, trouver la liberté, il va sortir son drapeau de la liberté et il va chanter la liberté à voix haute. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, tu n'auras pas le droit de le consommer parce qu'il sait, maintenant il répond aux critères de Hachéretz. Hachéretz à l'arrêt, donc il se déplaçait sur la terre. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sera interdit. Donc, une fois de plus, cette permission, pourquoi je vous l'ai prévu, cette permission? Parce que même si elle est théorique et qu'un rat va vous dire, voilà, c'est écrit dans les poskim, mais c'est vrai que c'est écrit, mais que dans un cas théorique. Dans le cas où tu prendrais cette farine, tu la mettrais directement, je sais pas, dans ta bouche, c'est pas possible de faire ça. Mais si tu le mets maintenant sur une surface, et qu'à ce moment-là, donc, les insectes peuvent se déplacer, c'est fini, ça devient un Hachéretz, Hachéretz, elle arrête. Donc c'est un insecte qui se déplace, et là c'est l'interdiction de la Torah, tu n'as plus le droit de le manger. Les poskim préconisent de vérifier et de nettoyer parfaitement, quotidiennement, ton tamis, une fois de plus, dans les jointures et dans les périphéries du tamis. Très souvent, il reste là-bas quelques grains, quelques graines, quelques morceaux de farine qui vont donc être coincés là-bas. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques jours? Tu prends de la farine et tu la laisses à l'intérieur, d'accord? Donc dans un endroit qui n'est pas très bien préservé. Tu ne mets pas ça au frigidaire comme vous avez dit tout à l'heure. Tu le mets dedans, ça va donner naissance maintenant à des insectes. Et dans ce cas-là, ce sera absolument interdit. Donc il faut être vigilant et vérifier parfaitement. Le Ben Ishraï dit qu'à l'époque, on utilisait des tamis en fer. C'était comme ça que c'était courant. Mais à notre époque, maintenant, on utilise des tamis en soie, d'accord, à fil de soie, comme ça m'avait dit le Rav Meloun. Quand il avait appris donc cette halakha, il avait dit qu'effectivement, c'est plus facile à vérifier et à nettoyer. Et puis, c'est beaucoup plus pratique. Enfin, on avait déjà dit, on le répète, il est recommandé de ne pas stocker des paquets de farine à long terme et de les conserver dans un endroit qui est frais, dans lequel il y a pas trop de chaleur, dans lequel il y a du velours, quand on dit du velours, de l'herbe, d'accord? Parce qu'une fois de plus, dans ce cas-là, eh bien, les conditions de conservation ne sont pas optimales et ça peut donner naissance à des insectes et donc ce sera absolument interdit. Enfin, on le dit, on le répète, qu'au sujet de la farine dont la date de production est assez récente, on dit que ça ressemblerait au riz. Donc, quand on est invité chez quelqu'un qui ne vérifie pas, on pense qu'elle ne sait pas vérifier la farine. Si on voit que tout est propre, tout est nickel, on va faire des chefs, on voit qu'en réalité, c'est une maison qui est propre, qui est bien entretenue. Donc, il est possible que la farine soit assez récente. Dans ce cas-là, on n'aura pas besoin, ou bien tu sais qu'elle fait ses courses à Oshirad ou à Carrefour, je ne sais où, il y a une descente très rapide. Donc, effectivement, dans ce cas-là, eh bien, la date de production va être une preuve suffisante pour te rendre quitte. Donc, une fois de plus, pas de tous les aliments, seulement du riz et seulement de la farine. Amen.